Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie, et en version vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Hey, aujourd'hui, super content, super excité parce que on commence en fait une nouvelle série d'épisodes avec notre ami Michel. Donc, Michel, qui est bien sûr notre cast member préféré, mais du côté du podcast aussi, c'est un peu notre historien, notre passionné d'histoire préféré de Disney. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est à l'écoute pour la nouvelle série. Content de vous retrouver et vous parler de plein de choses palpitantes. Vous allez adorer notre nouveau sujet. Tout à fait. Donc, 2023, on célèbre 100 ans de magie. Donc, ce sera le titre de notre nouvelle série. Donc, on va faire quoi? Une dizaine d'épisodes environ, là, un par, décennie ou à peu près. Là. On va des fois aller un petit peu plus loin. Oui, c'est ça, ça va décaler un peu. On dit un pour 10 ans, là, une par décennie, mais des fois, on va décaler un peu où on va regrouper selon ce qui s'est passé dans les années. Mais en principe, on devrait avoir une dizaine d'épisodes pour arriver à l'anniversaire au mois d'octobre. Tout à fait. Donc, 1923, les débuts de la Walt Disney Company. Michel, justement, même si on connaît l'année de fondation de la Walt Disney Company, est-ce qu'ils ont fait quelques essais là, avant le lancement officiel de la compagnie? Ah ben oui, c'est sûr. L'année d'avant, on parle de Walt Disney qui a vraiment fait comment on dirait ça? Ça s'appelait l'Infogramme. Et sur l'Infogramme, avec monsieur, toute sa petite gang, puis Works, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a duré 1 an, puis ils ont eu beaucoup de problèmes. C'était pas des businessmen. Puis ils avaient même essayé avant de faire une autre compagnie qui s'appelait Disney iWorks Corporation. Ça a duré 1 mois. C'était pire, tu sais. Alors ils ont essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Mais au moins, ils ont essayé, tu sais. Puis là, ils ont fait comment ça s'appelle? Les Alice Comedy qu'ils appelaient. Oui. Et puis, ils ont fait ce projet-là les a quand même menés loin. Même si on faisait faillite puis on changeait, on prenait le dossier puis on le ramenait quand même avec nous autres. Puis, il n'y avait pas assez d'argent. Puis, écoute, c'est là, quand on parle que Walt mangeait des cannes de bine, là, ben, ça commence là parce que, heureusement, les locaux étaient payés de la première Walt Disney Company qui s'appelait pas comme ça. Mais dans l'Infogramme, au moins, il pouvait rester là-bas. Puis, c'était vraiment difficile pour lui. Mais il a réussi à s'en sauver. Puis, il y a un bon donateur qui a aidé à sortir de la crise et de cette faillite-là du L'Infogramme. OK. Puis là, est-ce que c'est à ce moment-là vraiment que tout là, commence concrètement? Oui, tout commence concrètement parce que là, il décide de se lancer en affaires, puis il dit, on se lance en affaires, puis on va s'en aller à Hollywood, ce qui est complètement aberrant pour les gens. C'est comme, mais voyons, la compagnie d'animation, tout ce qui se passe au niveau du cartoon, ça se passe à New York. On comprend pas pourquoi ils s'en vont là-bas. Je redis toujours ma fameuse phrase, mais a suitcase and a dream. La belle petite chanson qu'on dit qu'il est parti avec 40$ là-bas, c'est qu'il s'en allait chez Oncle Robert. Chez Bob, ça coûtait pas un sou, fait qu'il s'en allait là-bas. Mais à Hollywood, il se passait quand même pas mal de choses, mais on a dit, on va s'en aller là-bas, puis je pense que ça va être mieux pour nous autres. Mais les deux frères, ils ont bien fait de s'en aller là-bas parce qu'ils ont quand même décroché un contrat pour réaliser 12 films. Fait que 12 petits films, là, c'était vraiment très payant pour l'époque. Ils étaient vraiment très heureux. Alors, raison pour laquelle on s'en va là-bas, puis c'est ce qui est arrivé. Parfait. Donc, dans le fond, c'est à la suite de ce contrat-là que tout se concrétise, en fait, là, pour la compagnie. Oui, parce que quand on parle de la date, là, c'est vraiment le 16 octobre. Et pourquoi on dit que la date officielle du début de la Walt Disney Company est le 16 octobre? C'est à ce moment-là qu'on a signé le contrat avec la gang pour pouvoir faire Alice Comedy. Mais c'était quand même une petite affaire, là. On est sur la rue Kingswell Avenue à Hollywood. Et puis, c'est la date de la signature, justement, pour je dis toujours les Silly Symphony, mais ça, c'est après. Mais Alice Comedies, qu'on parle de Alice Wonderland, il y a 6 premiers épisodes qui sont là. Puis c'est grâce à ça là, qu'on décide de faire la compagnie. Mais au départ, on disait que c'était une compagnie qui ferait juste des productions de films. Là. C'était juste pour ça qu'on a dit, au début, on va appeler ça, vu que c'est Roy qui suivait Walter, on a dit, on va appeler ça la Disney Brothers Studio. Mais Walt a dit, non, là, on va mettre un nom spécial. Il s'ostinait beaucoup avec Roy. Tout d'un coup, que ça déchire, puis lui, il s'en va. Qu'est-ce qui va arriver? Il pensait quand même loin. Puis il dit, je suis pas sûr que c'est une bonne idée parce que
en mettant Walt Disney Company, c'est Walt tout seul. Oui, il est chapeauté par Roy, puis Roy se le dérangeait pas vraiment, malgré les petites tempêtes à l'occasion, un vers l'autre. Il était capable de dire, oui, c'est une bonne idée de faire ça, on va appeler ça The Walt Disney Company. Elle a été renommée, vous devez savoir qu'en 1929, on a changé le nom pour Walt Disney Production parce qu'il y avait plein de petites affaires qui étaient au-delà des films. Puis en 1989, on a décidé de ramener ça à la Walt Disney Company. Okay. Mais Walt a pas eu la chance, mais vraiment de vivre le premier nom de Walt Disney Company. Après ça, de changer, c'était quand même Walt Disney Production. Et on est revenu en 1989 sur la Walt Disney Company. Puis vous devez savoir que le slogan, on est proche quand même, on parle du 100 ans de magie, mais vous devez savoir que le slogan de la compagnie, c'est « Quand la magie prend vie ». Oui, tout à fait, tout à fait. Parlant de prendre vie aussi, juste avant de passer à la prochaine question, juste faire peut-être une petite précision pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, quand on mentionne justement les premiers films avec Alice et tout ça, tu sais, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, là, c'était vraiment, là, j'allais dire, un peu prédécesseur de ce que Mary Poppins allait s'en venir. Là. C'était un mélange d'animation et de comédiens, en fait. Là. C'est un peu à ça que ça ressemblait, la série. Là. C'était en noir et blanc, puis c'était vraiment des tests qu'ils faisaient, puis c'était vraiment agréable à voir, mais rien à voir avec le dessin animé de Alice au Pays des Merveilles, c'est sûr. Puis vu que tu reparles de ça, Alice a quand même fait un déménagement parce qu'en 1925, ils faisaient beaucoup de sous, puis ils ont dit on va agrandir. Alors, à cause de Alice Comedies, ils ont décidé de déménager puis d'aller sur Hyperion Avenue. Et là, Disney a dit, on a des sous, je vais mettre 400$ pour donner un acompte. Puis au final, les deux frères ont mis chacun 700$ pour une entreprise qui fait 100 ans aujourd'hui. C'était un bel investissement, vraiment. Alors oui, effectivement, tu as bien fait de faire la précision là-dessus. Merci, Jean-Philippe. Parfait. Donc, du côté de la Walt Disney Company, bon, on cherchait bien sûr à se démarquer, à être reconnu et tout ça. Quelle meilleure façon que de créer son propre personnage à ce moment-là? Ben, il n'y avait pas le choix parce qu'il y avait des... Il y avait des chats partout. Toutes les compagnies avaient un chat. Félix le chat, un petit chat ci, un petit chat ça. C'était tous des chats. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire pour se démarquer? Mais on va se faire un lapin. Mais le lapin a été un bon vendeur. Puis c'était comme, wow, super, comment qu'on va l'appeler? Qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ils l'ont appelé Oswald. C'était Oswald the Lucky Rabbit. Mais au départ, c'était juste Oswald. C'est quand ils ont fait affaire avec Universal, c'est monsieur Charles B. Mintz qui a acheté pas acheter les droits, on arrête l'histoire maintenant, c'est qu'il prend une entente avec Disney, puis il dit, vous allez nous faire une série, puis ça va s'appeler Oswald the Lucky Rabbit. Donc, les deux ensemble ont comme trouvé un peu le nom. C'est pour ça que c'était agrippant des fois, parce qu'on dit, hey, ça se peut pas que juste d'un coup sec de même, lui, il change tout ça. Les deux en avaient parlé, mais c'est comme, waouh, on a une série sur Oswald, go, on y va. Fait que là, en 1928, jusqu'en 1928, je veux dire, c'est comme wow, là, on va quand même retirer beaucoup d'argent de Oswald de Lucky Rabbit, mais Lucky Rabbit, il va prendre le bord parce qu'en 1928, on a un problème de droit d'auteur, il s'en va pour aller négocier, c'est supposé d'être une bonification, mais finalement, pas gentil, Universal et Mr. Mintz ont décidé de le faire à la baisse et de prendre tout le staff de Disney, parce que bon, venez, vous allez travailler avec nous, ça va être plus payant pour vous. Puis là, Walt est allé négocier le contrat, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que heureusement qu'il restait un ami, hein, il a été obligé de concevoir un nouveau personnage avec Hobby Works, mais qui est quand même devenu l'icône. On parle de Mickey Mouse, bien sûr. Puis ceux qui connaissent pas l'histoire, ben j'espère que vous la connaissez, mais que dans le train, il griffonne, puis qu'il parle. J'arrête pas de dire ce mot-là à chaque fois, mais notre Mickey Mouse aurait dû s'appeler Mortimer, ce qui est très affreux comme nom, mais que grâce à Lily, qui est assez intelligente pour dire « What about Mickey? » Et c'est de là qu'on a parlé de Mickey Mouse. Mais lui, il a fallu quand même qu'il retourne travailler avec ses traites parce qu'il restait des mois avant qu'eux autres déménagent à New York. Ça a été très pénible pour lui, mais on a quand même eu une belle vedette et les contes de Disney ont apparu à ce moment-là. Ouais. Donc, 1928, ça a été à la fois l'année d'un gros échec pour la compagnie, mais d'un gros succès. Donc, tout ça dans la même année. Là. Exact. Il y a des palpitations chez de la Walt Disney Company. Écoute, le Steamboat Willie qu'on parle, c'est notre premier film, novembre 1928. Puis c'est comme, wow. Puis ça, on n'a pas parlé souvent, par exemple. Je vais vous dire une autre anecdote à ce sujet. Même s'il avait donné de l'argent, on va acheter un terrain, puis on va faire ça. Il y avait beaucoup de dépenses, donc il est retombé pas en banqueroute, mais il n'y avait plus d'argent, Walt. Et quand on dit Walt a été profiteur, oubliez ça, il a été obligé de vendre sa voiture quand même pour finir Steamboat Willie. Il n'y avait plus de sous, fait qu'il a dit, OK, regarde, on va vendre la voiture pour arriver à réaliser son projet. Fait que c'était vraiment quelque chose, mais c'était un coup d'éclat parce qu'en même temps, il faisait son dessin animé, puis il y avait le chanteur de jazz qui sortait en même temps, puis c'était le premier film parlant. Fait qu'il dit, si lui, il est capable d'avoir
avoir le premier film parlant, moi, je devrais être le premier film d'animation parlant. Fait que finalement, on arrive à la première à un coup de théâtre et un coup de nez à M. Mintz, parce qu'elle ne s'est pas faite en Californie, où on a fait, ça on n'en parle pas souvent non plus, mais où est-ce qu'on a fait la première de Steamboat Willie? On l'a fait à New York, dans la ville des dessins d'animation, donc tout près pour que Mr. Mintz et Universal puissent concrètement voir ce succès. Ça s'est fait au Colony Theatre de New York, et puis là, ben, c'est un énorme succès à ce moment-là, puis ça a déclenché vraiment... Tu sais, je veux dire, qui découle de tout ça, d'autres personnages qui sont arrivés, mais c'était magistral pour Disney. Et ça non plus, on n'a pas souvent parlé. Yes, on s'en va à New York, puis juste à côté du compétiteur, là, c'est là qu'on va faire la première. Yes! Alors tiens, Mr. Mintz! Donc, 1928, année qui est en fait très émotive pour toute la compagnie de la Walt Disney Company pendant cette année-là. Mais là, 1929... Là, grosse année aussi, mais pour le monde entier, parce que là, on parle de la fameuse crise d'octobre, le crash économique. Qu'est-ce que Disney fait là, pour trouver un moyen de faire plus d'argent? Ben là, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre notre produit et essayer de le vendre. Mais comment nous, on peut le vendre? Donc, c'est la mise en place de l'utilisation des créations Disney pour faire des produits dérivés. C'est à cause du crash de 29 qu'on a commencé à vendre les produits Disney. Mais vous sachez que c'était approuvé par Disney. C'était pas eux autres qui s'en mêlaient, mais ils le faisaient. Puis il y a même une dame, ça, j'en reviens pas, 1930, c'est la fameuse Charlotte Clark qui a décidé de faire une poupée Mickey Mouse, puis qui est allée présenter ça à Walt. C'est comme, regarde, on pourrait en faire plein des petites poupées. Et Walt, il la trouvait très réussi, mais je ne sais pas si vous avez vu des photos. Moi, je suis pas sûr que j'aurais acheté ça pas mal. C'était quelque chose. Mais pour l'époque, c'était peut-être correct, mais c'est comme, mon Dieu Seigneur. Fait que la poupée a été réalisée comme en série. Elle a été présentée à chaque événement promotionnel. Disney, il y avait toujours, on voit des photos, souvent, il y a une montagne de toutous Disney. À côté de lui, il y a des toutous de Mickey Mouse. Puis, c'est devenu quand même le premier produit dérivé de Disney. Quand vous voyez ces photos-là, là, c'est le premier. Puis Mickey Mouse a été quand même, à cause de ça, exporté à l'étranger. Alors, à cause de ces beaux toutous que notre chère dame a fait, principalement en Italie puis au Japon, il y a quand même eu une vague que les gens, c'est comme, on aime cette souris-là et on la veut. Au Japon, sont forts ces toutous puis ces bonhommes-là. Oui. Ah, tout à fait, tout à fait. Ben, en plus, je veux dire, c'est à cause de ces produits dérivés-là que Mickey Mouse est devenu connu là, sur toute la planète. Là. Oui, disons, ça a pris 2 ans. T'sais. On sort en 1928 Mickey Mouse sur Steamboat Willie. Mais on a vu Mickey Mouse avant, mais pour Steamboat Willie, c'est là qu'on devient vraiment une vedette. Puis ça devient une vedette, c'est une star interplanétaire, on pourrait le dire comme ça. Parce qu'écoute, puis vous devez savoir, il porte différents noms dans différents pays. Si je m'en vais en Italie, il s'appelle Topolino. Si je m'en vais au Japon, il s'appelle Mickey Cucci. Alors, il y a tous des petits noms partout, mais c'est vraiment le Mickey Mouse que le monde aime. Puis là, il est devenu vraiment le personnage populaire de tous les dessins animés. Puis là, l'entreprise lance vraiment une série, puis c'est comme si lui, ça a pogné, là, il faut y trouver des amis, puis c'est là que Pluto arrive, Goofy, Donald, toute la bastringue, là, les Fab Five, là, c'est là qu'on arrive. Mais les produits dérivés, tu sais comment... Ça s'est quand même développé de plus en plus. Puis là, on est allé vraiment chercher loin dans les produits dérivés, au-delà de la poupée, le petit toutou Mickey Mouse. Là, on a le journal Mickey. Puis là, encore là, en Italie et au Japon, en France aussi, c'est arrivé. Fait que tous les petits journaux Mickey là, ont fait leur apparition partout. Ouais. Puis ben, justement, je pense que c'était à la suite de ça aussi que Disney est approché par un jeune vendeur là, qui était très entreprenant, disons. Retenez ce nom-là, lui, il a l'affaire. Kay Kamen, il est allé voir puis il a fait, moi là, je vais vous proposer quelque chose, je vais vendre les produits dérivés, vous n'avez rien à donner, vous n'avez aucun sou à investir et à dépenser, mais moi, je vais vous rapporter 50 000 $ par année pour commencer. Disney a fait, ouais, on n'a rien à faire pour avoir 50 000, mais il y a d'une chose, par exemple, c'est un contrat qui va assurer 50 000, mais moi, je veux la moitié de tous les revenus que vous allez avoir, mais ça va toujours grossir. Et Disney a décidé de le prendre. Puis là, il a conservé quand même la moitié des gains toutes ces années-là, mais je ne sais pas jusqu'à temps c'est arrivé, je n'ai pas assez étudié dans ce cas-là pour savoir jusqu'où on l'a fait, mais à un moment donné, il s'est mis à verser 2,5 millions de dollars à chaque année à Disney. Et lui, il avait le même montant. Ça veut dire qu'on faisait 5 millions avec les produits dérivés. Je t'en donne 2,5 millions, mais on a signé que je gardais la moitié. Là, Disney a fait comme... au début, 50 000 divisé en deux, c'est quelque chose, mais là, quand ça prend de l'ampleur, tu te dis... fait que je ne sais pas combien d'années il a réussi à signer ça, mais c'était quand même une somme assez considérable.
Quand même, oui. Hey, revenons sur 1929, année importante pour Disney aussi, à cause de la naissance d'un nouveau dessin animé. Tu en as parlé tantôt un petit peu, là, mais Silly Symphonies. Oui, Silly Symphony, c'est plusieurs de petites histoires, il y en a plein. Fait que là, Alice Comédie, là, ça commençait à pas prendre le bord, mais à s'étouffer un peu. Fait qu'il fallait avoir une nouvelle Ouais. série. Puis là, on a dit, on va l'appeler les Silly Symphonies, mais il va en avoir plein. Fait que ça, c'est vraiment une production ça avait tellement de succès que ça donnait une concurrence vraiment forte avec les autres partenaires qu'il y avait autour. Puis là, c'était vraiment, là, ça rentrait dans... Attends, je recommence ma phrase. Ça rentrait dedans, je veux dire, toutes les compagnies qu'il y avait autour, les Silly Symphonies, ça leur rentrait dedans parce que c'était vraiment populaire. C'est ça que je voulais dire, parce OK. que c'était une série qui était différente des autres. Puis Oui. attention, on parle de Technicolor. Qu'est-ce qu'il a fait Disney? OK, vous voulez pas l'acheter, vous voulez pas le mettre en couleur. C'était United Artists qui a décidé d'accepter parce qu'eux autres, il y avait un contrat avec Columbia avant. Et puis, il a dit, non, non seulement on va signer avec vous, United Artists, mais on va signer pour une priorité de 2 ans. Fait que pendant 2 ans, il y avait la priorité des dessins animés en Technicolor. Les autres compagnies ne pouvaient pas le faire. Fait que Disney a pris une coche au-dessus à cause des choses en couleur. Et l'épisode le plus populaire de Silly Symphonies, c'est The Flowers and Trees. Puis vous voyez, là, c'est les personnages où les arbres se mettent à bouger, puis les bras, les branches deviennent les bras, puis qui met des personnages partout. Il y a une fleur avec 2 yeux, un nez, une bouche. Là. Alors, c'est ces personnages-là qui étaient très populaires. Fait que là, ils ont commencé à être capables de négocier, puis de suivre vraiment la cadence, puis de dire, on va bloquer les autres autour, puis nous, on va aller devant en ayant la priorité. Tu sais, je veux rien diminuer la qualité artistique là, des Silly Symphonies parce que c'est vraiment, au niveau artistique, c'est impressionnant, surtout pour les années et tout ça, mais je suis toujours surpris quand je vois que c'était populaire parce que, tu sais, c'était un peu psychédélique, un peu. Oui, parce que tu as la danse des squelettes là-dedans, là. C'est des Oui, squelettes qui dansent, voyons donc, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires, c'est comme, OK, c'est pour les enfants, ça. ah oui, Écoute, c'est ça. Toujours c'est surpris quelque quand même chose, du ça, gros tu as raison. succès parce que c'était effectivement très populaire. Je suis toujours un peu surpris de voir ça. Ben, suite justement à ce gros succès-là, est-ce que c'est à ce moment-là que justement que Disney s'est réorganisé? Tu parlais tantôt, tu sais, en différentes sociétés. Là? Oui, parce que là, il y avait trop d'affaires, les produits dérivés, les films, les petits films. Puis là, on s'en allait vers, tu sais, là, on va sûrement faire des longs métrages à un moment donné. Fait que là, il fallait cataloguer tout ça dans différentes sections. Donc, bureau d'administration, les livres, les impôts, tout ça. Fait qu'on a dit, on va le changer. Je peux pas vous donner les détails, mais on a eu comme la Walt Disney Productions, il y a eu Walt Disney Enterprise, Walt Disney Film Recording, puis le Light Reality and Investment, qui était plus pour justement les investissements de tout ce qu'il faisait. Fait que tout était subdivisé, donc pour les impôts, c'était mieux. Puis c'était pas pour frauder le système c'était Ah ouais. vraiment d'avoir des catégories pour pouvoir identifier les choses puis que ce soit vraiment, on a 4 styles différents. Là, je vous dis pas tout ce qu'il y avait dans les 4, on en reparlera un autre tantôt, mais on s'est divisé et on s'est réorganisé en 4 entreprises, surtout aussi quand on parle à la bourse, tu sais, je veux dire, Ouais. ça fait une différence, puis c'est pas le même genre de produit. Fait que oui, on s'est divisé et réorganisé en 4 entreprises. Super. Puis en 1930, c'est aussi une période quand même que Walt ne va pas très bien. Là. Ouais, parce que là, on a fait des épisodes dernièrement, on a parlé de Walt. Je ne veux pas aller dans la vie privée de Walt, mais ça le nuit quand même à la Walt Disney Company parce que c'est pas rien que le crash de 29. Lui, en 1930, il tombe lui-même dans une dépression. Il a de la misère à parler aux gens. Il parle au téléphone, il se met à pleurer. Il est vraiment en dépression. Puis là, c'est comme, on est obligé, là, c'est comme, Walt, il faut que tu ailles faire une petite vacance. Pars avec Lily, puis go, on s'en va. Tu parlais de croisière, c'est ce qu'il a fait. On est allé faire une petite croisière, puis ça a fait du bien. Puis il est revenu vraiment avec une bonne idée. C'était quoi sa bonne idée quand il est revenu? Là, on était en 1930, puis il fait ouais, moi, je pense que j'aimerais ça commencer à lancer le dessin animé, mais en long métrage. Puis là, c'est là qu'il a commencé à parler de Blanche-Neige, à son retour en 1930. Ouais, c'est justement parce que là, on termine cette première décennie-là déjà dans l'histoire de la compagnie Disney avec tout un projet, parce que même justement, comme tu le disais, même si Blanche-Neige sort seulement en 1937, il y avait déjà ce projet-là depuis un bon bout de temps en tête. Là. Oui, il l'avait écouté jeune, puis mon Dieu, je l'ai déjà vu cet extrait-là, si vous êtes capable de le voir, ça n'a pas de bon sens, mais un petit extrait de Blanche-Neige, ça ne dure pas longtemps, c'est un film en noir et blanc et c'est un film muet. C'est une version allemande, et là, il écoutait ça en boucle, Moi, juste après une fois, je ne voulais plus le revoir une deuxième fois. Je ne comprends pas comment il a fait pour ça. Fait que, tu peux me faire une dépression d'écouter ça, non, mais c'est à la blague. C'était quand même quelque chose comme production. Fait que lui, il l'a écouté souvent en boucle, puis c'est comme, je veux avoir ma propre version. C'était ça,
l'idée en arrière de tout ça, c'est de dire, je veux avoir ma version à moi. Donc, on est rendu en 1934. Là, il veut vraiment produire le long métrage. Puis là, c'est en 1935, 2 ans avant la sortie, que là, vraiment, on fait la marque, puis qu'on dit, là, on débute la création de Blanche-Neige. On a 2 ans pour le faire. Ça aurait pu sortir après 37, mais on voulait vraiment, là, parce que tous les gens en parlaient, puis là, on voulait pas se faire dépasser par les autres, donc on a dit, faut pas que ça prenne plus que 2 ans. Fait que c'est sûr que là, tout le monde doutait de ce projet-là. On l'a même appelé la folie de Disney. Puis tout le monde disait, ça ne marchera pas. Puis c'est un projet qui est trop ambitieux, puis ça va probablement mettre la Walt Disney Company en faillite. Fait que tout le monde, non seulement doutait de ça, mais disait, Disney va faire faillite. Comment ça, Disney va faire faillite? Ils font un long métrage de l'animation, c'est la folie de Disney. Fait que ça a toujours resté un peu ça, mais le 21 décembre 1937, là, on a fait ça en grand. Et puis, ça a été un succès fou, tu sais. Et c'est de là que vient, parce qu'il aurait pu laisser tomber souvent, mais lui, il nous a appris cette célèbre phrase-là, rêve ta vie en couleur, c'est la vie du bonheur, parce que c'était un film en noir et blanc. Fait que le premier en disant, crois en tes rêves, ils peuvent devenir réalité. C'est de là que ça part par rapport à Blanche-Neige plus que les années d'avant. Et en parlant de couleur, c'est après Blanche-Neige, rêve ta vie en couleur, puis c'est le secret du bonheur. Parce que pourquoi? Ça leur a amené quand même 8 millions de dollars dans la première année de fonctionnement, juste au Canada et aux États-Unis. Blanche-Neige rapporte 8 millions. On est en 1937, les copains, là. Alors, 8 millions, là, moi, j'ai vendu ma voiture, j'ai acheté un petit terrain à 400 dollars. Mon frère m'a aidé, on a donné chacun 700 dollars. On est sur Hyperion Avenue. Et là, bonjour, on est en 1937 et on récolte, en fait, c'est à partir de 1938 qu'on a récolté le 8 000 dollars. Mais oui, rêvez votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur, mais c'est ça. Ça conclut notre épisode, mais je suis comme un petit peu ému de tout ça, de voir tout ça, le début, puis de voir que ça a duré 100 ans. Puis là, écoute, sa devise à lui, ça prend quand même tout son sens dans le cadre des festivités du 100e anniversaire, quand eux autres disent « quand la magie prend vie », la magie a vraiment pris vie à partir de là, et là, ça a continué, puis là, on a 100 ans à parler. Fait qu'écoute, moi, je veux pas que vous manquiez le prochain épisode, parce que là, on va commencer à parler de nos classiques, parce que là, on a fait des courts-métrages, puis dans la 2e décennie, on va parler des longs-métrages qui sont devenus nos classiques et nos films préférés à nous. Fait que je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous. Merci encore, Jean-Philippe, de m'inviter encore. Écoute, je suis rendu à pas mal de séries, puis moi, depuis 2012 là, que je rôde sur le podcast, je suis super content. Merci beaucoup de m'inviter. C'est fun, merci encore une fois de ta participation, Michel, c'est toujours le fun, puis très content aussi justement de débuter une nouvelle série comme ça qui va se poursuivre jusqu'en octobre parce qu'on célèbre avec vous les auditeurs, mais avec toute la compagnie Disney, en fait, les 100 ans de cette compagnie-là qui nous passionne, hein, qui fait en sorte qu'on voyage, on visite les parcs, on regarde les films et tout ça, donc assez incroyable là, quand on regarde justement de où ça a parti puis où on est aujourd'hui, Michel, c'est quand même assez impressionnant. Bonjour, mais moi, je suis vraiment là, un fan Disney. Là, je suis toujours là, avec vous autres. Je mets mon linge Disney, mais à tous les épisodes, on ne me voit jamais le linge, pas pour faire mon épisode debout, mais je l'ai vraiment tatoué sur le cœur. Alors, on va se voir à la prochaine épisode. Excellent. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!